Envahissement, pillage, agression, tentative de déstabilisation ou encore désinformation, la République centrafricaine a essuyé depuis longtemps et continue de tenir debout. Sans embâche, on peut affirmer que la résilience et le courage du peuple centrafricain déterminé à se construire une nation libre et indépendante influent largement sur le pouvoir exécutif qui a fait de la lutte pour la réelle indépendance et la souveraineté à son cheval de bataille. Pour mener à bien un affront comme celui-là, quoi de mieux qu'une loi fondamentale, une constitution à l'image d'un peuple libre et d'un pays indépendant. Vous l'avez compris, ce matin, nous mettons sur la table la nouvelle constitution, ou du moins le projet qui a été remis il y a de cela 48 heures au directeur national de la campagne référendaire, celle-là même qui permet au pays de lutter contre la domination étrangère. Et pour en parler, nous serons en compagnie d'un de nos intervenants. Vous le connaissez suffisamment bien, mais permettez-moi de dire Bara Alakwe à tout le peuple centrafricain. Bienvenue à tous à cette édition matinale. Merci d'être avec nous sur For You Media Africa, mais également sur la télévision centrafricaine, la chaîne nationale, sans oublier la radio, bien entendu, nationale. Docteur Eboutou David, vous êtes expert en relations internationales, mais également historiographe. Vous êtes avec nous ce matin dans le cadre de cette émission. Bonjour et bienvenue. Plaisir de vous retrouver. Chère madame, recevez toute ma sympathie matinale. Permettez que j'adresse également toute ma fraternité à l'ensemble du vaillant peuple de Centrafrique qui nous reçoit depuis quelques jours. Et c'est toujours avec un plaisir inégalé que de me retrouver tous les jours maintenant, depuis pratiquement 2 semaines, sur le plateau pour échanger, pour discuter, mais également pour sensibiliser sur des questions qui constituent, à mon avis, un enjeu majeur dans la quête de souveraineté d'une nation. Et quand on se retrouve mêlé comme un instrument pour contribuer à travailler à la pédagogie de cet enjeu-là, c'est un plaisir inégalé. Et donc, je dis merci pour cette occasion historique que vous me donnez. Et j'espère qu'en cette occasion de matinale, nous ferons une très belle émission pour le grand bonheur, j'imagine, de ceux qui ont le plaisir en Centrafrique et même ailleurs de nous regarder. Donc, merci à vous de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Et sans tarder, la première question que j'aimerais vous poser n'est pas directement liée à la nouvelle constitution, mais à une déclaration du président Faustin-Archange Touadéra il y a de cela 2 mois et demi, lorsqu'il s'adressait à la nation centrafricaine. Dans cette déclaration, il a dit qu'il ne laissera pas le Centrafrique être au centre des batailles géopolitiques des grandes puissances mondiales. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que cette nouvelle constitution, justement, vient s'aligner sur cette déclaration du président Touadéra? Mais disons que la déclaration du président Faustin-Archange Touadéra revêt même là tout le sens de la bataille, disons, de sortie de l'enclos que chaque État aujourd'hui devrait postuler. Je parle de la sortie de l'enclos au sens de Kwame Nkrumah, qui disait qu'aussi longtemps que nos États n'ont pas pris conscience du fait qu'en réalité, les leviers de ce que nous appelons États sont en réalité manipulés de l'extérieur, nous restons en principe des États néocoloniaux. C'est ce qu'il a théorisé en appelant néocolonialisme ou néocolonisation. Donc, je crois que la trame de l'extrait que vous venez de mobiliser va simplement dans le sens de rappeler que nous avons un homme, un hégémon à la tête de cet État centrafricain qui a pris conscience de ce que son pays est un État néocolonial. Néocolonial au sens où, comme je l'ai rappelé, et j'aime à le rappeler, Kwame Nkrumah disait que l'essence du néocolonialisme, c'est que l'État qui est assujetti est théoriquement indépendant. Il possède tous les attributs de la souveraineté, un hymne, un drapeau, une devise, et pourtant son économie
et par conséquent, sa politique sont manipulées de l'extérieur. Vous voyez très bien que cela rentre en droite ligne avec ce postulat proposique décliné par le président Faustin-Archange Touadéra. Cela dit, quand il a posé cela comme postulat, la question est de savoir quel outil mobilise-t-il pour sortir de ce constat qui est aujourd'hui en réalité le défi qui devrait constituer tous les hégémons qui portent une vision à la tête de nos États en Afrique. Et la question, ou alors la réponse qu'il apporte à ce postulat, c'est justement un projet constitutionnel. Lequel projet constitutionnel est élagué, est défriché par un ensemble de constituants centrafricains dans toutes les composantes sociologiques qui, à mon avis, les plumes, essayent de regarder de fond en comble ce qui peut être mobilisé à leur profit. Et nous également, avec un regard, disons, initié, un regard modestement avisé, nous avons feuilleté ce projet de constitution. Et effectivement, chère madame, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement un ensemble d'outils qui se retrouvent dans ce projet de constitution qui permettent, ou alors qui nous permettent d'affirmer sans embâche qu'il y a une trajectoire qui semble bien être balisée, qui semble proposée et définie, et aujourd'hui proposée à l'exposé ou alors au bon sens du peuple centrafricain pour qu'il se prononce dans ce référendum à venir. Et on peut aller dans le fond pour convoquer quelques extraits de ce projet de constitution. Si je prends quelque chose comme l'exclusivité du sol, du sous-sol et même de l'espace aérien, il me semble que dans la constitution du 30 mars 2016, on ne retrouvait pas une telle disposition. C'est-à-dire que là, c'est une forme d'affirmation de la souveraineté que cette nouvelle constitution se propose de porter. Elle vous dit clairement que si elle est adoptée, si elle est promulguée, le Centrafricain ou alors la Centrafrique sera le seul propriétaire exclusif de son sol, de son sous-sol et de son espace aérien. C'est inédit. Vous savez que récemment encore, quand on jetait un regard discursif sur tout ce qui est actualité du côté de la République centrafricaine, dans les écrits, dans les bibliographies, dans la littérature mobilisée par les chercheurs, les experts et tout, ce qu'on vous rappelait, peut-être de façon populiste ou alors pour s'en moquer, c'était de dire parfois que la Centrafrique est l'un des rares pays où le sol, en réalité, appartient à ce peuple-là de nom. C'est-à-dire que les Centrafricains marchent sur un sol qui ne les appartient pas. Et cela prenait corps dans les esprits des Africains ou alors des esprits logiques qui ne comprenaient pas une telle hérésie. Et il me semble qu'avec une telle disposition que j'ai tirée au pif, cela vient trancher le débat. Et vous imaginez très bien les conséquences sociales, économiques et politiques qui peuvent en découler si, effectivement, cette constitution, ce projet de constitution est validé et si, effectivement, cette disposition se met en branle. On voit très bien que les premiers bénéficiaires, ou alors les vrais bénéficiaires, seront le peuple centrafricain et ce ne sera que le bonheur de ce peuple-là qui, comme j'aime à le rappeler, draine quand même un lourd passif douloureux et qui mérite aujourd'hui de vivre à la hauteur des richesses naturelles que la nature leur a gavées. Merci, docteur Eboutou, pour ce premier jet. On rappelle quand même qu'il y a quelques mois, et ce depuis 2022, je préfère qu'on reste dans cet espace temporel, des attaques terroristes ont été perpétrées contre la République centrafricaine, mais avec des cibles particulières. C'était des partenaires chinois pour la plupart, ou encore les partenaires russes. Cela avait été considéré comme une forme de mise en garde en ce qui concernait le rattachement ou encore les différents liens entre le pays centrafricain, la Russie ou encore la Chine. Une telle constitution peut-elle élaguer totalement ce type de mise en garde? Déjà, il faut rappeler, vous faites bien de convoquer cet exemple-là, et qui rentre dans l'historicité récente des événements conflictogènes qui ont émaillé ce pays, pour dire qu'en réalité, cela n'est pas nouveau. Ce qu'il faut rappeler, et c'est là tout le sens de mon déploiement analytique, c'est de dire que
ce qui se passe aujourd'hui, ou alors depuis quelques années en République centrafricaine, peut être tiré dans l'histoire pour essayer de comprendre si effectivement les autorités actuelles, notamment son hégémon central, M. Touadéra, est sur la bonne voie ou pas. Revenons sur ceux qui ont porté le combat panafricain et qui ont voulu placer leur pays dans un certain idéal de libération de la sphère néocoloniale. Je reviens sur Kwame Nkrumah. Quand Kwame Nkrumah arrive à la tête de son État, il est émaillé de toutes parts par des factions parfois paramilitaires qui étaient dirigées par des groupes politiques directement financés par le colon qui ne voulait pas partir en réalité. Nous sommes là à la Gold Coast. Et Kwame Nkrumah, dans les écrits, dans ses mémoires qu'il écrira, et même dans ses nombreuses interviews qu'il dira à Budapest lors de son exil, après son éviction du pouvoir en 1966, dira que l'erreur qu'il a commise, ou alors l'une des principales erreurs qu'il a commises, ça c'est Kwame Nkrumah qui l'a dit, ceux qui nous écoutent peuvent aller vérifier, il dit, c'est d'avoir maintenu sa relation avec l'Occident. C'est Kwame Nkrumah qui parle. Il dit, l'une des erreurs capitales que j'ai commises, c'est que j'ai maintenu un certain type de rapport avec l'Occident au lieu de me tourner vers la Chine, vers les communistes, qui m'offraient plus un idéal de survie pour mon peuple. Ce qui veut dire quoi? Si on fait donc un saut en avant, quand on voit aujourd'hui que les attaques ciblées contre les Chinois, contre les Russes, se déroulent sur un champ de scène. La Centrafrique aujourd'hui, à la suite des initiatives que déroule l'hégémon central de ce pays-là, on peut simplement convoquer ce récit de Nkrumah, qui rappelait qu'à la réalité, c'est parce qu'il avait engagé son pays dans un certain idéal, en allant s'attaquer directement aux schèmes néocoloniaux. Les schèmes néocoloniaux, selon Nkrumah, c'était lesquels? C'était justement de constater qu'il avait une structure économique totalement extravertie. Structure économique extravertie, c'est quoi? C'est que effectivement, vous avez tout ce qui peut vous permettre de vivre aisément en termes de sous-sol, et ainsi de suite. Mais en réalité, est tourné vers l'Occident, qui a créé une chaîne de transport qui extrait des richesses chez vous, les transforme ailleurs de manière à ce que vous ne vous retrouvez dans aucune chaîne, dans aucun des maillons de la chaîne. Et c'est ce que Kwame Nkrumah disait à l'époque, qu'en s'attaquant à ce système-là d'extraversion coloniale, forcément, les ennemis qui n'attendent que de voir si effectivement vous touchez du doigt les réelles problématiques vont s'attaquer à vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Donc on voit très bien que si M. Touadéra voulait une certaine paix, s'il voulait dormir tranquille, il aurait simplement fallu qu'il fasse comme les autres, c'est-à-dire que continuer à postuler pour une politique politicienne sans s'attaquer au véritable schème économique qui dénonce l'extraversion coloniale, l'extraversion économique que l'on voit. C'est-à-dire que la chaîne d'extraction des richesses du sous-sol, du sol de ce pays sont directement transformées ailleurs et sans que cela ne bénéficie à sa population. Mais dès lors qu'il a touché du doigt les véritables problématiques, c'est normal. Et c'est ce qui devrait amener les populations centrafricaines et même le peuple africain à se dire que cet homme est manifestement sur la bonne voie. Et c'est des signaux qui ne trompent pas. Ces signaux nous auraient plutôt inquiétés s'ils allaient dans le sens de le conforter dans une paix qui serait peut-être précaire, mais qui aurait des félicitations de partout, avec un tambour occidental du point de vue des médias mainstream qui dirait M. Touadéra est bon, il est le meilleur et tout. Mais tel qu'on voit les choses aujourd'hui se dérouler, où manifestement il ne se passe plus un jour sans que ces médias-là ne braquent leurs projecteurs en termes de critique sur cet homme-là, on se dit manifestement il est sur la bonne voie. Et nous, en tant que panafricanistes, avons l'obligation de le soutenir et de montrer à notre peuple frère, les Centrafricains, que cet homme-là est sur la bonne voie. Et cet éreintement n'a pas frustré le président Faustin-Archange Touadéra, qui, depuis son arrivée au pouvoir, démontre totalement qu'il est complètement vent debout, disons-le comme ça, contre cette ingérence étrangère, cette domination étrangère, et même le pillage. Parce que à un moment, on a parlé de tentative de déstabilisation de la République
République centrafricaine, aussi bien par des informations erronées que sur le plan sécuritaire même aujourd'hui. Mais avec la présence russe sur le territoire centrafricain, sur l'aspect sécuritaire, la présence chinoise sur l'aspect du développement, le président Faustin-Archange Touadéra, le gouvernement centrafricain est sur la bonne voie du développement. Dans tous les cas, les partenaires centrafricains que vous avez énumérés tantôt, la Chine, la Russie, sont les moins nocifs du point de vue de la lecture géopolitique qu'on peut en faire aujourd'hui. J'aime souvent à rappeler, dans ma lucidité analytique, que le fait de soutenir ou alors de postuler un certain soutien, un certain rapprochement idéologique vers la Russie, la Chine aujourd'hui, n'est pas de dire ou de penser que les Africains postulent pour une sortie de la colonisation pour aller embrasser une autre colonisation. Cela serait aporique, c'est-à-dire cela porterait les germes d'une certaine contradiction dans notre positionnement discursif. Ce que nous disons, c'est que quand on a interrogé l'historicité dans la chronologie politique de ces deux pays-là, dans leur rapport avec l'Afrique, on voit très bien qu'on a plus à gagner avec ces partenaires-là qu'avec des partenaires séculaires qui sont avec nous depuis et qui malheureusement nous ont non seulement confortés dans la situation de misère et de précarité dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, mais ont contribué à nous avilir et à nous ôter notre caractère d'humain. Parce que quand on vous dit quand même que l'Afrique aujourd'hui, c'est 500 à 600 siècles de domination, teintée d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation, ce n'est pas l'œuvre de la Russie, ce n'est pas l'œuvre de la Chine, c'est quand même l'œuvre d'un certain nombre de puissances étrangères, occidentales, dont on connaît aujourd'hui. En Afrique, aujourd'hui, on continue de parler d'un empire colonial français. On peut citer ces États-là, c'est 14 à 15 pays. On peut citer l'empire colonial britannique, on les connaît. On peut citer l'empire colonial portugais, c'est des pays qui sont connus et qui continuent à être liés d'une manière ou d'une autre. On n'a pas toujours coupé le cordon. Et malgré la dynamique historique qui rentre dans ce que les spécialistes appellent le matérialisme historique, il y a que ces États-là continuent de penser qu'ils peuvent traiter avec nous dans une logique paternaliste. Or, le paternalisme aujourd'hui est suicidaire pour nos États. On ne peut pas infantiliser des nations. Au-delà, docteur Eboutou, du paternalisme, il y a aussi cette agressivité, quand même. C'est ce que nous sommes en train de dire là, même peut-être j'utilise des termes un peu plus techniques. Oui. Il n'y a que le paternalisme, pour parler trivialement, c'est un rapport de dominant et de dominé. C'est, quand on parle de paternalisme, ça vient de pater, de père. Le père a un rapport d'infantilisation avec son fils. Il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il domine tout. Il n'a pas à négocier avec son enfant. Parfois, quand il dit à son enfant, va me chercher de l'eau, il n'attend pas négocier. Il ne voudrait pas lui dire, écoute, voilà 100 francs, voilà 500 francs et tout. Si l'enfant traîne le pas, il frappe. Parce qu'il trouve que l'enfant manque de respect. Hein? Vous voyez, j'utilise cette image-là pour parler de paternalisme politique. Dans les rapports entre l'Occident et l'Afrique, quand vous regardez les rapports qui ont émaillé l'Afrique ou alors et la France, par exemple, c'est un pays africain en Afrique francophone, vous remarquerez que nous sommes dressés dans cette logique de paternalisme, où effectivement, un certain nombre de puissances étrangères continuent de penser que pour avoir colonisé un certain nombre d'États en Afrique francophone au sud du Sahara, ils ont encore le droit ou la légitimité de contrôler, d'avoir mot à dire sur leur politique, parfois intérieure. Et c'est d'ailleurs pour cela, vous connaissez le débat sur le franc CFA, qui aujourd'hui est la meilleure expression de ce paternalisme, où on vous dit que dans l'institution monétaire supranationale, la BEAC, qui gère par exemple nos monnaies, nos devises au niveau sous-régional, vous retrouvez encore au niveau du conseil d'administration certains représentants de la France, par exemple, il ne faut pas avoir peur de les nommer, oui, qui y sont encore et qui ont droit de veto. C'est-à-dire qu'après que des administrateurs locaux, nationaux, aient par exemple pris des décisions, un seul membre du conseil d'administration français, donc hors de nos pays, peut opposer un veto et que ces décisions-là soient annulées. Donc, voyez-vous, c'est des logiques historiques qu'il faut parfois exhumer pour expliquer tous les enjeux
de ce qui se fait aujourd'hui en termes de bouclier d'une constitution qui peut venir, à notre avis, être un levier important pour commencer à déconstruire ce qui est une réalité. Et par tout cela, on comprend aujourd'hui que la République centrafricaine a mesuré les enjeux et décide de ne plus être un enjeu géopolitique, mais un acteur géopolitique. Parce qu'on ne va pas rester juste sur le plan constitutionnel ou alors sur la lignée du droit pour parler de ce projet de nouvelle constitution. Il y a aussi cette avancée sur le plan géopolitique. La Centrafrique ou le Centrafrique prend du poids, même si on aime à dire que les pays qui utilisent le franc CFA n'ont pas de poids sur le plan géopolitique. Chaque pays est un acteur international. Et là, je révèle ma casquette d'expert en relations internationales. On a souvent tendance à exclure sur la scène internationale un certain nombre de pays du fait que, ou alors un certain nombre d'États, parce que, dit-on, ceux-ci ne remplissent pas toujours des critères qui font la solidité de cet État-là. C'est-à-dire que c'est pour cela que vous entendez souvent dans la bibliographie ou la littérature qui est mobilisée dans le cas d'un pays comme la Centrafrique, on vous dira État failli, État fantoche, État fantôme, quasi-État, des choses comme ça, mais qui ne dénie pas en soi le fait que, malgré cela, on parle quand même d'État, même si on y adosse un certain attribut. Mais ça reste que c'est un État. Et il y a là, dans cet État-là, des hommes qui relèvent de cet État-là et qui sont légitimement portés à défendre la souveraineté de cet État-là. Et donc, quand on dit que la Centrafrique est donc un acteur international, celui-ci a donc également le libre choix de postuler à travailler avec qui il veut. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous rappelais, il y a quelques jours, ici, qu'au lieu de parler souvent de la communauté internationale, en réalité c'est une hérésie. Il n'existe pas de communauté internationale, c'est une construction médiatique qui a voulu que certains États, certaines puissances se retrouvent ensemble et comme ils imposent leurs postulats, leur point de vue à travers les médias et à travers un certain nombre d'institutions qui peuvent accompagner leur dynamique discursive, on finit par penser que, comme cela est souvent suivi des faits, on leur attribue l'attribut de communauté internationale. En réalité, il n'existe pas de communauté internationale. Il existe des communautés internationales. Une fois que la Centrafrique s'allie au Cameroun, c'est une communauté internationale. La Centrafrique, en plein cœur de la CEMAC, se retrouve là dans une forme de communauté internationale. Il y a donc des communautés internationales. Fort de ce point de vue-là, vous voyez très bien que la Centrafrique a son mot à dire au niveau de la CEMAC, par exemple, au niveau de la CEAC, ainsi de suite, et même au niveau de l'Union africaine. Elle devient donc, la Centrafrique, un acteur important sur la scène internationale en tant qu'acteur international. En tout cas, acteur international, acteur géopolitique, c'est ce que le Centrafrique entend bien devenir après, évidemment, l'adoption de cette nouvelle constitution, parce que justement, on a souvent prêté aux pays africains d'être des outils entre les mains d'une communauté internationale autoproclamée ou encore d'être des enjeux géopolitiques. C'est d'ailleurs pourquoi je revenais sur cette déclaration du président Faustin-Archange Touadéra qui disait qu'il refuse que le Centrafrique soit un objet de bataille géopolitique et que le sang des Centrafricains ou alors les richesses des Centrafricains soient totalement bafouées. Vous avez parfaitement raison, parce que la souveraineté, c'est quoi ? La souveraineté, c'est la capacité d'un État non seulement à tracer une perspective d'avenir, mais également à se donner des voies de défense de cette souveraineté-là. Oui. Voilà la souveraineté. Et Kwame Nkrumah, qui est notre maître et qui a défini, qui a balisé ces questions-là, nous enseigne que le premier facteur de la souveraineté, c'est la sécurité. Ça, c'est Kwame Nkrumah qui le dit. Vous savez, il ne faut pas toujours dire des choses sans s'appuyer sur des référents historiques. Et donc, je répète que Kwame Nkrumah nous enseigne que le premier facteur de la souveraineté, c'est la sécurité. De laquelle souveraineté parle-t-on ici ? La sécurité économique, la sécurité monétaire, la sécurité politique, la sécurité intérieure. Une sécurité qui garantit, qui donne à un État des leviers pour s'affirmer et exister sur la scène internationale. Si vous ne vous entourez pas de ces leviers-là, vous n'existez pas. Et c'est en cela qu'effectivement, on parle d'un État qui doit s'affirmer d'un point de vue géopolitique sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Centrafrique n'est pas un État ex nihilo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Centrafrique existe dans un sous-espace africain qu'on appelle la CEMAC.
Hein, parce qu'il faut bien dire à ceux qui nous écoutent que quand on dit géopolitique, en fait, c'est la géographie politique. Et dans la géographie politique, il faut rappeler donc que la Centrafrique existe quelque part en Afrique et au cœur de l'Afrique, dans un espace confiné qu'on appelle la CEMAC. Il est donc un acteur géopolitique de cette CEMAC-là. Et un peu plus grand, dans un espace macro, il se retrouve un acteur important également au niveau de l'Union africaine. Donc, cette géographie politique-là fait déjà que même l'Union africaine sait qu'elle a à compter avec un de ses membres qui se situe géographiquement au cœur de l'Afrique et qui a son mot à dire pour justement la structuration de son intégration. Et c'est en cela qu'effectivement, la Centrafrique aujourd'hui, fort d'un certain nombre d'atouts naturels qu'elle dispose, peut susciter des regards qui sont parfois des regards qui ne sont pas toujours objectifs, qui peuvent être des regards convoités, et qui font que, fort de ses richesses naturelles, fort de ses richesses physiques, elle peut être amenée à susciter ces regards bizarres-là, qui, elle, maintenant, cette Centrafrique-là, doit définir des postulats qui permettent de le sécuriser de manière à ce que ces regards-là ne se transforment pas en regards belliqueux, en regards chrysogéniques, qui peuvent mettre à mal cette souveraineté-là. C'est pour cela que je rappelle, notre maître Kwame Nkrumah nous dit que le premier facteur de la souveraineté, c'est la sécurité. Et il me semble que... C'est une question qui est résolue en République centrafricaine. Il me semble que tout ce qui a été fait jusqu'ici rentre dans cette dynamique-là. Parce que vous savez, madame, quand on parle de la Centrafrique, si on peut faire toutes sortes d'analyses qu'on voudra faire, mais si on ne met pas au cœur la question de la sécurité de l'État, on a faussé les débats. Parce que toutes les analyses, toutes les bibliographies, toutes les littératures qui sont mobilisées dans le cadre de la Centrafrique poseront toujours au cœur de ce pays la question de l'État. Et pourquoi la question de l'État? Simplement parce qu'on a vu que depuis 30, 40 ans, ce pays a connu des cycles anthropiques terribles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 2, 3 ans dans ce pays sans qu'on ne connaisse un coup d'État ou alors une tentative de coup d'État ou une transition politique. La Centrafrique, je l'ai dénombrée en faisant une revue de quelques travaux des experts même de ces pays. La Centrafrique, c'est à ce jour 23 coups d'État et 23 coups d'État ratés. Ce pays-là. Et donc, quand on vous a donné ces chiffres-là, l'on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose à faire dans la dynamique d'asseoir véritablement un État. Et asseoir un État, et là nous revenons sur Kwame Nkrumah, c'est créer les conditions de sa sécurisation. Or, on ne peut créer les conditions d'une sécurisation d'un État qu'en travaillant pour lui donner des leviers institutionnels solides. Or, les leviers institutionnels solides ne se décrètent pas. Il faut un hégémon central suffisamment solide qui a une vision, qui s'appuie sur le peuple qui lui a donné une certaine légitimité, laquelle légitimité est mobilisée par cet hégémon pour justement asseoir une dynamique institutionnelle. Et c'est pour cela que quand on a interrogé le projet constitutionnel que l'on voit à travers justement l'exposé des motifs qu'on appelle en d'autres termes le préambule, on commence à comprendre que ce pays-là est en train de tracer une trajectoire pour sécuriser son État. Si on ne sécurise pas l'État, si effectivement les leaders ou alors les autorités de ce pays n'ont pas compris cet enjeu-là, ça veut dire qu'on tombera dans les mêmes dédales. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous reviendrons ici nous questionner sur l'enjeu centrafricain qui va dans le sens justement de sortir de l'État néocolonial. Et moi je crois qu'à la lecture du projet constitutionnel que nous avons tous lu, il y a une réelle volonté de sortir ou alors de construire cet État-là. Et c'est pour cela que nous continuons à en appeler à ceux qui auront la chance d'aller vivre ce moment historique-là le 30 juillet prochain, de faire le bon choix, qui est celui de dire oui et de valider cela afin qu'effectivement il y ait un État solide là et que d'un point de vue axiologique, une dynamique sérieuse se mette en place pour le bien-être de ce peuple-là qui a trop souffert. On appelle donc à l'accompagnement du peuple, mais surtout à son action. Merci, docteur Eboutou. Dans les minutes qui suivent, nous allons retourner vers le peuple afin qu'il s'exprime dans un vox populi, comme on a l'habitude de les appeler. Nous avons rencontré le peuple il y a de cela 2 jours, mais encore très récemment. C'était juste après la remise solennelle du projet de la nouvelle
nouvelle constitution au directeur national de campagne par le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, lui-même. Nous avons tendu notre micro à plusieurs personnes, jeunes filles, jeunes hommes, et on va prendre justement le pouls de leur réaction. Tout de suite, on revient juste après. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Ouais, en tant que jeunesse centrafricaine, je trouve cet avis-là vraiment génial, quoi. Parce qu'à chaque fois que des mêmes choses, ça ne contribue pas au développement de notre pays. En tant que jeunesse, je sollicite cet avis et j'irai voter pour le oui, pour le développement de mon pays. Et j'interviens comme jeune fille et je mobilise dans mon secteur, quoi. Les jeunes gens d'aller voter pour le oui. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Franchement, je suis très ravi de participer à cette cérémonie c'est un événement historique pour notre pays en tant que jeune. Je vois que le chef de l'État vient de remettre le projet de la nouvelle constitution à la direction nationale de la campagne et donc la vulgarisation va se faire à travers la campagne qui va démarrer d'ici le 15 et donc ce document représente pour nous une loi, un document fondamental de notre pays qui va permettre à la RCA de retrouver sa souveraineté et de bénéficier des atouts, des nouvelles réformes qui sont apportées dans ce document. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Cette cérémonie représente pour moi un nouveau Centrafrique, une nouvelle République centrafricaine et un nouveau développement, un nouveau départ en fait. Parce que tout le monde a la rage de la réussite, a la rage d'attendre, a hâte d'attendre vraiment, a hâte d'atteindre en fait cet objectif qui est celle de la nouvelle constitution. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Vraiment, cette cérémonie a une très grande importance parce que vu tout ce qui était dans la constitution de la RCA, tout ce qui était écrit c'est devenu caduc et puis ce qui a été revu lors des problèmes en RCA ne se conforme pas à la situation réelle de notre pays. Et nous voulons avoir une constitution à l'image de notre pays, à l'image des Centrafricains. Ce qui peut amener les Centrafricains à vivre la réalité, à bénéficier de tout ce qui lui appartient, quoi. La richesse et autres. Entre-temps, on nous disait, voilà, avant d'exploiter, avant de faire ceci, il faut l'accord des Blancs. Et quand on envoie un don ou un prêt à la République centrafricaine, il faut les 50% à être quelque part. Maintenant, dans cette nouvelle constitution, on aura tout reviendra à la SCA. Vraiment, aujourd'hui, tous les Centrafricains doivent se réjouir. C'est comme une nouvelle, comment on appelle, indépendance aujourd'hui. Même si on n'a pas encore voté, je sais que tous les Centrafricains, le oui sera voté à 100%. Même les opposants qui n'étaient pas là, une partie était là, mais les autres qui n'étaient pas là, eux-mêmes ils vont voter pour oui. Parce que c'est pour eux aussi. Eux, ils sont des Centrafricains. C'est une nouvelle indépendance pour la RCA. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Et comme vous savez, l'ancienne constitution, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui ne cadrent pas la réalité de notre pays. Mais par rapport à la nouvelle constitution qui a été, je peux dire, votée, soit applaudie aujourd'hui par la population, je pense que la RCA sera vraiment ouverte avec tout le monde, avec les partenaires et avec tout le monde. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je parle particulièrement en tant qu'une maman, parce que je suis une mère. Une mère ne peut pas faire un enfant et voir son enfant souffrir. Je pense que l'ancienne constitution nous a, je peux dire, liés, mais par rapport à la nouvelle constitution, ça va nous permettre d'amener beaucoup de dans notre pays. Donc, en tout cas, je suis très, très, très contente pour le projet de la nouvelle constitution. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Et merci à l'équipe qui était sur le terrain, Yannick Son et puis Nguéné, sans oublier Yaya Ahmed. Merci infiniment à vous. Alors, docteur Eboutou, après avoir écouté les Centrafricains, on retient un nouveau départ, la naissance d'un nouveau Centrafrique, la récupération des richesses centrafricaines, mais la liberté de se développer avec ses propres ressources internes. Le peuple centrafricain, finalement, est très averti. Tout est dit, et je le dis depuis que nous avons engagé cette série d'émissions ici en terre centrafricaine, qu'il faut faire extrêmement attention à penser donner des leçons à ce peuple-là, ce peuple-là qui est très averti, qui suit de près et qui connaît mieux que quiconque son histoire,
qui sait exactement ce qu'il veut. Donc ce peuple-là, moi j'ai bien aimé la sortie avec la dame, qui dit, parce qu'en réalité, il faut voir ce qu'elle dit à plusieurs dimensions. Elle vous dit qu'elle est une mère d'enfants et qu'elle a besoin de voir une Centrafrique aujourd'hui qui donne la chance à ses enfants de réussir. Or, pour qu'un citoyen ait la chance de réussir dans un État, qu'est-ce qu'il faut? La sécurité, cet État-là. Il faut que cet État-là garantisse à ce citoyen la sécurité, l'accompagnement nécessaire pour réussir. Or, pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait l'accompagnement étatique. Cet accompagnement étatique ne peut se faire que si, effectivement, il y a des outils institutionnels qui peuvent être mobilisés pour, justement, garantir la réussite et l'épanouissement de ce futur citoyen centrafricain. Et donc, j'ai bien aimé ce Vox Pop qui, effectivement, est l'expression du cœur d'un peuple meurtri qui reconnaît en ce document qui leur a été proposé par le président de la République quelques initiatives nouvelles qui tranchent avec ce qui a été fait jusque-là et qui peuvent justement travailler pour l'accomplissement de leur destin. Je dis vivement que la nature écoute leurs prières et qu'effectivement cela soit accompli au soir du 30 juillet prochain. Le 30 juillet prochain, où le peuple centrafricain sera appelé à ce scrutin référendaire tant attendu aussi bien par les Centrafricains que par la communauté internationale d'Afrique. Et puis celle du monde également, Docteur Eboutou, vous voulez... Les communautés internationales. Les communautés internationales. Eh bien, pour rentrer dans la Constitution, ou du moins ce projet de la nouvelle Constitution, nous sommes au paragraphe 4, titre 4, où on parle notamment des accords et traités internationaux. Le président de la République négocie, signe, ratifie et dénonce les accords et traités internationaux. Lorsqu'on va plus bas, on peut lire « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum ». Ce sont des dispositions et des réformes qu'on ne rencontre pas dans beaucoup de constitutions africaines. C'est de l'inédit, madame. C'est de l'inédit. Il faut saluer cela. Trivialement, pour reprendre ce que vous avez dit, pour ceux qui nous écoutent, cette constitution consacre la souveraineté primus du peuple. C'est-à-dire que le peuple devient prééminent. Il est l'alpha et l'oméga. On le consulte pour toute initiative d'une entreprise qui est faite en son nom. C'est-à-dire que tout ce que vous allez prétendre faire en son nom, vous devrez le consulter, en aval comme en amont. Et c'est très important parce que, dites-vous très bien, l'on connaît fort de l'empiricité, donc de l'expérience qu'on a d'un certain nombre de postures en Afrique, des accords qui ont souvent parfois été pris au nom de ce peuple-là, sans que celui-ci nous soit consulté, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en réalité, ces traités, ces accords, travaillent contre ce peuple-là. Mais comme on a dit que le peuple t'a mis à un certain niveau et que par délégation, tu peux parler à ce peuple-là subit souvent ces décisions-là ou alors ces traités-là sans mot dire. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a presque une déconstruction, une approche iconoclaste de cette façon de faire qui vient maintenant rappeler que le peuple, malgré toutes les conventions que vous signerez dans le monde en son nom, pourra, en temps opportun, se constituer dans une voie référendaire pour dire, effectivement, bien que nous vous ayons donné mandat d'aller parler en notre nom, nous trouvons que telle disposition ne nous sied pas et donc nous nous prononçons par voie référendaire. Madame, y a-t-il meilleure voie dans notre démocratie néolibérale appliquée aujourd'hui que la démocratie participative qui est la voie référendaire pour s'exprimer directement, pour que le peuple s'exprime directement? Je ne pense pas. Et le référendum qui était consacré aujourd'hui et qui rappelle au souverain primus que c'est lui qui devra dire si oui ou non il est d'accord avec tel ou tel aspect concernant sa destinée, à mon avis, est la meilleure des manières de consacrer le fait qu'on travaille pour ce peuple-là.
Et c'est à saluer. C'est à saluer et on continue toujours dans ce projet. Le président de la République et l'Assemblée nationale sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à la ratification. L'article 140 après le 139, évidemment, le président de la République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association et de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Ça, c'est un point très important pour les panafricanistes qui envisagent depuis la nuit des temps cette unité africaine qui n'a rien à voir avec l'Union africaine. Oui, vous avez raison, mais déjà il faut rappeler de prime abord qu'on voit très bien que l'initiative des lois ici appartiennent concomitamment à l'Assemblée nationale, mais également à l'exécutif, donc au gouvernement ou au président de la République. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a souvent vu sous d'autres constitutions, sous d'autres cieux, où l'initiative des lois appartient uniquement aux parlementaires, où le gouvernement n'a pas mot dire, ainsi de suite. C'était une parenthèse. Oui, mais maintenant, le trait avec l'intégration africaine, c'est très important. N'oublions jamais que chaque fois qu'on parle de l'histoire du panafricanisme en Afrique, l'un des pères du panafricanisme fut originaire de ce pays, Barthélemy Boganda, qui fut l'un des premiers à avoir une vision ou alors un projet fédéral pour l'Afrique noire, pour la sous-région et même jusqu'à l'Amérique latine. Il a développé une vision qui pensait qu'à la réalité, il serait difficile, d'un point de vue de la perspective, de la projection, que son pays connaisse effectivement toute l'indépendance possible qu'il lui souhaitait si il ne se mettait pas ensemble, en solidarité avec les autres pays. Voilà le postulat qui a fondé la vision de Boganda qui, après cette réflexion-là, s'est dit qu'il fallait absolument que la Centrafrique embrasse d'autres pays pour former un bloc et aller vers l'intégration africaine. C'est vrai que par la suite, il y a eu un débat sur le pourquoi en 1958. Il a dû dire oui au projet proposé par le général de Gaulle dans la communauté franco-africaine, mais la question qui est demeurée, c'est que pourquoi, après cette signature-là, on le retrouvera mort à la suite de cet accident d'avion dont on n'a jamais presque élucidé les conditions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains historiens qui s'aventurent à dire qu'il a été liquidé parce qu'il s'est rendu compte que cette signature-là ne respectait pas tous les accords qui avaient été mobilisés et que, s'étant rendu compte, il voulait initier un discours iconoclaste pour dire à son peuple qu'on nous avait trompés et qu'il fallait engager une automobilisation. Et la suite, c'est qu'on connaît comment ça se passait à l'époque. Soit quand vous reveniez sur les meilleurs sentiments, soit on vous mettait de côté de la façon la plus violente, soit on vous organisait un push interne en mobilisant ce que Frantz Fanon appelle les peaux noires masques blancs. Merci, docteur Eboutou. Faire en sorte que les richesses centrafricaines appartiennent aux Centrafricains, faire en sorte que la sécurité sur le territoire centrafricain soit d'une importance capitale, restreindre la domination étrangère et même complètement mettre la cale, disons-le de manière abrupte, complètement mettre la cale face à une certaine ingérence étrangère. L'État du Centrafrique est totalement sur ce chemin-là, mais aura aussi besoin de l'appui du peuple. Une fois qu'on a élaborer de tels textes, une fois que le pouvoir exécutif est totalement prêt, comment est-ce que le peuple s'en mêle? Disons qu'on ne peut pas envisager sortir de l'enclos néocolonial sans appui populaire, sans prendre appui sur son peuple. Oui. C'est impossible. On peut rappeler l'histoire. Quand Kwame Nkrumah décide effectivement de déloger un certain nombre de leviers coloniaux qui ne lui permettaient pas d'émanciper son économie, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on a activé ce que j'ai appelé tout à l'heure des peaux noires masques blancs, donc ses propres frères, qui soit étaient tapis en Grande-Bretagne, soit qui étaient tapis à l'intérieur de la Gold Coast pour lui mener des combats terribles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé simplement sur le peuple, en rendant directement compte à ce peuple-là, en leur rappelant les enjeux, parce que c'est très important d'entretenir un rapport sincère du point de vue discursif avec son peuple. L'un des
rare péché mignon que certains hégémons africains continuent d'entretenir aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une sorte de césure, une sorte de hiatus entre eux et leur peuple. On a l'impression que le peuple doit faire un certain type d'effort pour imaginer ce qui se trouve dans la tête de l'hégémon central. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Le peuple doit se retrouver dans une posture d'analyse et d'essai de compréhension de la vision portée et promulguée par l'hégémon central. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui, de temps en temps, doit dire à son peuple, voici ce que je pense, voici la voie que je vous propose. Et à ce peuple-là de se reconnaître dans ce postulat-là. Et justement, fort du bon sens, qu'il pense que la vision du président comporte, il peut donc s'engager à le suivre. C'est ce qui crée une certaine complicité, une certaine émulation dans la dynamique des rapports entre un hégémon et son peuple-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit en Afrique. Donc, vous avez parfaitement Parce qu'on se contente de la démocratie élective. Oui, la démocratie électorale qui est en réalité une démocratie transposée que certains appellent démocratie coloniale. Oui. C'est-à-dire que démocratie coloniale, au sens de quelqu'un qui l'a bien expliqué, le professeur Charlie Gabriel Mbok, qui rappelait, c'est un anthropologue camerounais, qui rappelait que dans la démocratie coloniale, c'est 50 plus 1. Qui exclut l'autre. En réalité, c'est un type de démocratie exclusive, en réalité, c'est-à-dire qui prône l'exclusion. Je vais aux élections avec Madame Cassandra. Nous avons un peuple devant nous, nous avons 100 personnes devant nous qui doivent décider qui va porter sa destinée. Alors, sur les 100 personnes, il suffit que 50 personnes plus une personne m'élisent. Hein? Vous voyez que vous êtes en minorité, vous avez 49, et moi je me retrouve avec 51 ou 51 voix. Je deviens donc le président de la République, et parce que j'estime que c'est la démocratie qui m'a quand même amené là, je décide donc de vous martyriser parce que ces 49, au prétexte que ces 49 personnes ne m'ont pas apporté leur suffrage. Donc, vous voyez comment c'est exclusif. Je parlais d'une démocratie exclusive. Ça fait donc que l'autre partie se sent marginalisée et peut donc développer des mécanismes belliqueux pour justement mettre à mal ma gouvernance. Or, ce n'est pas ça, la démocratie africaine. La démocratie africaine, c'est comme rappelait justement un des acteurs politiques que nous avons suivi avec beaucoup de plaisir lors de la remise du projet constitutionnel à l'Assemblée nationale l'autre jour, qui rappelait que la démocratie africaine a toujours tourné autour de l'agora africaine, du consensus. Ça veut dire que même si j'ai eu mes 51 voix, il faudrait que ces 51 voix fassent une émulation avec les autres 49 voix et leur dire qu'en réalité, nous travaillons autour d'un même enjeu. L'enjeu, c'est notre pays. Et regardons comment mobiliser les expertises de tous les deux camps pour faire avancer notre cause, qui est notre cause commune. Parce qu'il s'agit ici d'une destinée nationale. Et en ce qui concerne cette destinée nationale, lorsqu'on parle de la domination étrangère, on ne saurait élaguer la question également de la nationalité. Parce qu'il y a des Centrafricains qui peuvent avoir double nationalité, mais qui prétendent à des postes très, très sensibles pour un pays. Et à partir de ce moment-là, on comprend que le Centrafrique, aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas le seul pays à le faire, on l'a vu en République démocratique du Congo ou encore dans d'autres pays, conserver cette nationalité centrafricaine d'origine à des postes très, très sensibles pour la nation, ceci pour éviter la domination, l'ingérence ou encore les conflits d'intérêts. Disons que la question de la binationalité est une question extrêmement sensible. Elle est délicate et c'est toujours bien que ce soit les propres fils de ces pays-là qui en discutent et qui en donnent les tenants d'une telle discussion. Et moi, j'ai bien aimé quand j'ai écouté les acteurs politiques qui se sont prononcés, surtout les acteurs politiques de l'opposition, qui se sont prononcés l'autre jour à l'Assemblée nationale, et qui rappelaient que quand on parle de la binationalité, ou alors la binationalité qui est exclusive du point de vue de l'élection à la tête de l'État, que cette disposition, par exemple, existe dans la Constitution centrafricaine depuis 1961. C'est-à-dire qu'il est reconnu ici, consensuellement, constitutionnellement, que depuis 1961, depuis la Constitution de 1961, ne peut prétendre à diriger ou alors la haute fonction de l'État que
celui qui dispose d'une nationalité centrafricaine et qui est centrafricain de père, de mère et même d'arrière-grands-parents. C'est écrit. Et donc, ramener cette question aujourd'hui, peut-être peut poser une question d'opportunité. Mais pourquoi une question d'opportunité dans une disposition juridique qui existe? C'est là le problème. Parce que si cette question existe et qu'elle n'était pas toujours mise en amont, ça veut dire qu'il y a eu entre-temps des acteurs politiques qui trouvaient intérêt à ce que cette disposition reste sous le crachoir. Mais maintenant qu'elle remonte, il faut simplement respecter une disposition consensuelle qui revient de votre propre contrat social qui est la Constitution. Et donc, de ce point de vue, effectivement, on peut aller dans le sens de conforter cette disposition en mobilisant quelques exemples qu'on a souvent vus ailleurs. Si on prend le Japon, la Corée du Nord, les États-Unis, l'Allemagne, attention, c'est des pays où on ne peut prétendre à être porté à des fonctions hautement stratégiques à la tête de l'État si on ne dispose pas uniquement de la nationalité locale ou nationale. Et donc, c'est des choses qui sont tranchées à ce niveau-là. Mais maintenant, est-ce que dans un pays en construction comme celui-ci, cela peut être également le cas dans d'autres fonctions inférieures? Il me semble qu'on ne retrouve pas cette disposition est applicable uniquement au niveau de la fonction hégémonique. Parce que quand j'ai regardé, on pourra me corriger, quand j'ai feuilleté au niveau des députés, par exemple, il me semble qu'elle est ouverte. D'autres institutions, elle est ouverte. Et donc, parce qu'il faudra bien se reconnaître que parfois, les raisons qui amènent les uns et les autres à embrasser d'autres nationalités sont parfois des raisons économiques. Vous savez qu'il y a des exilés économiques, il y a des exilés politiques, ainsi de suite. Et donc, ils se retrouvent contraints, mais peuvent à un certain moment apporter leur expertise pour la contribution et la marche du pays. On ne peut pas apporter son expertise rien qu'à la fonction de la nation. Le chef de l'État n'est que, à mon avis, un tremplin, une espèce d'exutoire qui recueille des avis et qui décide en dernier ressort. Il y a des fonctions stratégiques à tous les niveaux qui permettent à ces fils-là de revenir construire leur pays. Bien qu'on pourrait comprendre pourquoi, à un certain moment, d'un point de vue conjoncturel, ils ont été amenés justement à épouser la binationalité. Cette binationalité, docteur Eboutou, au-delà de l'aspect stratégique, on a souvent parlé aussi je ne vais pas dire forcément du conflit d'intérêts, mais si on a un Centrafricain en même temps français, lorsqu'il sera face à la justice, il se revendiquera français s'il est en République centrafricaine. S'il est face à la justice française, il se revendiquera centrafricain face à la justice française. Donc il y a aussi ce quiproquo que la République centrafricaine essaye de résoudre et bien d'autres pays qui ont également mis les verrous autour de cette question. J'aime bien votre exemple parce que effectivement, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit quand même, nous parlons là d'une question de souveraineté. Et la souveraineté au sens de comment c'est la sécurité. C'est-à-dire que effectivement, il peut arriver des cas où dans la dynamique de la mondialisation, quelqu'un qui a fait ses humanités aux États-Unis ou en France, alors que voilà, il a un parent de Centrafrique, en arrive à un moment à postuler à la tête de la Centrafrique, peut, à un moment, quand il serait amené à prendre une décision stratégique concernant son pays où il est porté à la tête de cet État-là, mobiliser une raison de cœur, simplement parce qu'il a fait ses humanités ailleurs. Vous voyez, on a connu ce cas-là récemment avec un homme que vous devez connaître, qui a été Premier ministre dans un pays d'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Bénin. Ce pays-là, c'est le Bénin. L'homme en question, un grand financier, s'appelle Lionel Zinsou. Alors, M. Lionel Zinsou, qui est d'ailleurs métis, était très aimé des Béninois. Il a été Premier ministre là-bas, c'est un grand financier, très aimé des Béninois. Il se passe simplement que à un moment, il a voulu être candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, sa candidature a même été validée à un certain niveau. Mais les Béninois ont tranché en disant qu'il faisait la différence entre le Premier ministre qui a à un moment piloté les actions gouvernementales, qui a fait venir les investisseurs, et la fonction suprême. Ils se sont dit à ce niveau-là, ils voyaient très bien la collision qui pourrait être faite avec la France, avec son pays de cœur, la France, où il a fait ses humanités. Et de ce côté, le peuple souverain béninois a dit niet, on ne peut pas rester sur des réserves. Donc, c'est pour cela, et ça rend compte ce que je disais tantôt, qu'il y a certes des fonctions où on peut
mobilisés ou alors qui peuvent nécessiter des expertises. C'est bien. Mais il y a des fonctions stratégiques, et j'ai convoqué des exemples à dessein. Le Japon, la Corée du Nord, etc., dont on ne lésine pas sur un certain type de légitimité une fois qu'on doit être porté à ce niveau-là. Et donc, c'est pour cela que je me répète en disant, moi je comprends parfaitement ce qui a été entrepris ici, et je continue de penser que c'est une question qui doit se régler entre fils et filles à l'intérieur de ces pays. Parce qu'au-delà de tout, cela reste parfois une question éminemment sensible. Merci, docteur Eboutou. On reste avec vous, mais on va retrouver la réalisation tout de suite. Ce sera pour avoir quelques extraits, cette fois-ci, d'autorités centrafricaines et membres de l'Assemblée nationale. On va déjà commencer avec l'honorable Algoni Ibrahim, député du 3e. Je rappelle que c'est le plus jeune député de l'Assemblée nationale en République centrafricaine. Ensuite, on prendra le maire Raymond Nakombo, c'est le maire de Bangui. Toujours ici, dans l'enceinte de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette fois aux côtés de l'un des plus jeunes, si ce n'est d'ailleurs le plus jeune député même de cette Chambre. Bienvenue à vous, honorable. Merci beaucoup, bienvenue dans la maison du peuple. Alors, nous avons suivi le discours du président Faustin-Archange Touadéra bien avant lui. On a suivi les discours également de toutes les autres factions politiques. Quelle est la signification politique derrière justement la remise de ce texte au directeur national de campagne? Je vous remercie. Vous savez, aujourd'hui, c'est la remise officielle de la nouvelle constitution voulue par le peuple centrafricain. Et vous avez suivi avec moi le discours du chef de l'État. Et la constitution ancienne ne reflète pas à la réalité du peuple centrafricain. Et c'est par appel de la population centrafricaine que le chef de l'État a pris la décision de convoquer le corps électoral. Vous l'avez déjà consulté, le texte en question? Je n'ai pas consulté à 100% et comme vous venez aussi de le constater, la constitution vient à peine d'être remise au directeur de campagne et ainsi aux députés. Donc nous aurons l'occasion de jeter un coup d'œil. Mais sinon pas, on a déjà quelques idées sur cette nouvelle constitution. Quand vous parlez des idées, on a suivi le président dire qu'il fallait une constitution qui reflète les réalités du pays, une constitution qui va accélérer le développement. Est-ce que vous pouvez avoir quand même quelques... Effectivement, nous sommes un pays déjà indépendant depuis 1960, mais on ne peut pas toujours nous imposer une constitution qui ne reflète pas de la réalité centrafricaine. Et aujourd'hui, si vous voyez dans l'ancienne constitution, on a encore les termes de la transitoire. On a des termes transitoires. Et aussi, les jeunes, tels que là où je suis, dans l'ancienne constitution, je ne peux pas être demain candidat aux élections présidentielles. Si j'ai envie d'aller, il faut avoir 35 ans. Mais avec cette nouvelle constitution, si tu es majeur, tu peux déjà briguer, déposer ta candidature, même à la présidentielle. Et dans l'ancienne constitution, on parle de l'exploitation minière de la République centrafricaine n'appartient pas au peuple centrafricain. Et nous sommes une nation et tout ce qui est sous-sol doit appartenir maintenant à la jeunesse centrafricaine. Parce que la Centrafrique appartient d'abord à la jeunesse. Et c'est par la jeunesse qu'on peut fonder une nouvelle république. C'est une façon de nous dire que le oui l'emportera au soir du 30 juillet prochain. Mais vous avez vu cette mobilisation? On n'a pas besoin encore de vous le dire, mais vous avez vu la mobilisation, la salle était tellement pleine et la jeunesse est aussi très mobilisée. Et je crois que c'est la démocratie, mais je ne suis pas pressé, mais le oui emportera à 98%. Merci à vous. Merci. Voilà, nous étions bien sûr aux côtés de l'honorable Algoni Ibrahim, député du 3e. Il est revenu entre autres bien sûr sur les irrégularités de la Constitution du 30 mars 2016. Vous l'avez entre autres suivi, cette Constitution avec notamment ces nombreuses irrégularités relatives notamment à l'exploitation du sous-sol, l'exploitation des ressources minières du Centrafrique qui jusqu'à présent ne profitent pas toujours au peuple centrafricain. Bref, il a été clair et bien précis. Il s'est aligné sur la direction, entre autres, donnée il y a quelques minutes par le professeur Faustin-Archange Touadéra. Il s'agit bien sûr d'une nouvelle constitution qui ouvre la voie à une nouvelle république synonyme forcément aujourd'hui de cette république-là qui viendra notamment accélérer le processus de développement du Centrafrique, mais également qui permettra bien sûr à ce pays d'accueillir bon nombre d'investisseurs internationaux qui viendront investir pour permettre bien sûr à cette jeunesse de pleinement s'épanouir. Le Centrafrique
aux Centrafricains. C'est même le sens qu'il faudrait aujourd'hui donner à ce projet de nouvelle constitution. Quelle est la signification politique de cette cérémonie à laquelle on vient d'assister? C'est le référendum, on appelle le peuple à se prononcer sur la nouvelle constitution qui est l'émanation de la volonté du peuple centrafricain. Depuis l'indépendance, c'est la première fois que nous prenons en compte dans cette constitution les véritables problèmes de la République, les véritables problèmes du peuple centrafricain. Donc c'est une renaissance en fait. On a entendu le président parler d'une mobilisation massive. Est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui qu'on appelle à un oui pour que le oui l'emporte? Non, le président a demandé aux enfants, il est père de la nation, d'aller voter. Si le oui emporte, le oui remporte. Mais le président appelle, comme moi j'appelle nos concitoyens à voter pour le oui. Le président aussi l'a fait, mais le président veut que tout le monde aille voter. Même ceux qui ne veulent du non, qui aillent voter aussi. Ceux qui veulent du oui, et on veut que la démocratie s'exprime en fait. C'est ça la question. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Le peuple centrafricain est aujourd'hui conscient de ses richesses internes, des richesses naturelles. Il n'est donc plus question de se faire piller. Maintenant, docteur Eboutou David, une fois qu'on a mis sur pied ce projet de nouvelle constitution, il faut penser également industrialisation. Et d'ailleurs, celle-ci, elle le prévoit. Alors, en effet, vous savez, la constitution n'est que, comment dire, le cadre organique qui définit et organise l'État, ou alors les relations entre les différentes institutions. Dès lors que cette constitution sera adoptée, promulguée, il va bien falloir que les différentes institutions qui sont déclinées à l'intérieur de celles-ci soient mises en place. Et il faudra donner des moyens à ces institutions-là de fonctionner, lesquelles institutions devraient donc impacter les différents secteurs d'activité auxquels elles auront charge justement de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes concernées dans ces domaines-là. Et de ce point de vue, on voit très bien, je vous rappelais cela en prologue, que quand on voit une disposition constitutionnelle qui rappelle par exemple que désormais il y aura une exclusivité sans concession de la gestion du sol, du sous-sol et de l'espace aérien centrafricain, on voit très bien que dans ce projet de constitution, les autorités, notamment son hégémon central, le professeur Touadéra, ne veut plus qu'il y ait quelques implications étrangères dans le processus de gestion des richesses naturelles de ces pays-là. Parce qu'on voit très bien que si les richesses naturelles de ce pays n'ont pas toujours bénéficié au principal destinataire de ces richesses-là, au destinataire naturel de ces richesses. C'est parce que effectivement, il y a une extraction, une activité économique d'extraction néocoloniale qui a continué son cours et qui a eu l'impression qu'elle n'était suivie d'aucune contrainte. Quand je parle de contrainte, je parle de contrainte légale, je parle de contrainte constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on avait ici une espèce de no man's land où effectivement chacun pouvait faire ce qu'il voulait parce que c'est disant qu'il n'y a pas d'encadrement juridique, d'encadrement contraignant qui pourrait lui permettre de dire il y a des limites à ne pas franchir. Or, avec le cadre qui est fixé, on voit très bien qu'on imposera à un certain nombre d'entreprises venues parfois, ou alors qui avaient l'habitude de mobiliser un certain nombre d'activités ici, un certain nombre de calendriers, un certain nombre de chronologies, un certain nombre de trajectoires. Et monsieur, voici ce que vous faites. Dans une zone à développer, vous devez faire avec 60% de la population locale, vous devez produire 60% des produits ici, vous devez installer telle usine ici, vous devez reverser dans le cadre des collectivités territoriales tant nombre de pourcentages, et voici ce qui devrait retourner chez vous. Voyez-vous, c'est tout ça qui sera défini et qui se propose d'être postulé par la nouvelle constitution, et c'est à saluer. Merci, docteur Eboutou. Et la constitution qui sera certainement adoptée le 30 juillet prochain permet également à ce que les partenaires étrangers puissent apporter leur aide sur le plan du développement, évidemment, sur le territoire centrafricain, parce qu'on ne va pas dire qu'aucune puissance étrangère ne pourra utiliser les ressources du Centrafrique, mais ce qui est prévu, c'est que les partenaires
permettent à ce que le Centrafrique se développe avec ses richesses tout en permettant un certain rapprochement commercial. Oui, disons que, comme je le rappelais tantôt, la République centrafricaine est un acteur international. Mais en le rappelant, c'est ne pas oublier qu'il n'existe pas de philanthropie en relations internationales. Effectivement. En relations internationales, ce sont les intérêts qui priment. Maintenant, comment la Centrafrique devrait surexploiter ses richesses en les faisant profiter directement à son peuple, qui en est en réalité le bénéficiaire naturel. Il faudrait donc trouver un mécanisme qui pourrait contenter les partenaires qui viennent quand même injecter de leurs moyens pour justement viabiliser ces richesses naturelles-là et en dégager une plus-value nécessaire qui mettrait à l'aise ce peuple-là. Parce que c'est ce peuple-là qui en est le destinataire ou alors le bénéficiaire naturel. Et en cela, c'est aux dirigeants de ce pays de trouver le juste équilibre où effectivement on n'aura plus ce déséquilibre abyssal, cette asymétrie incroyable qui fait qu'on a l'impression que le Centrafricain, malgré toute la richesse qu'on lui prête, il continue de fonctionner comme, disons, ce mendiant assis sur une mine d'or, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de ses richesses et dont tout le monde vient puiser le bien-être alors que lui-même n'est pas dans un certain bien-être. Donc, je crois qu'il sera question, effectivement, de créer une adéquation, de créer justement une symétrie entre ce qui est puisé au niveau des richesses naturelles de ce pays-là et ce qui est reversé pour le bien-être de ce peuple-là. Parce que ne faisons pas comme si on jette la pierre à ces partenaires de la Centrafrique au risque de les frustrer et qu'ils s'en aillent. Ce que nous disons, c'est qu'on sait très bien qu'ils viennent investir. Or, un investissement appelle également un retour sur investissement. Et fort de cela, on dit que c'est aux autorités de ce pays de savoir trouver le juste équilibre de manière à ne pas créer un hiatus entre ce qui est gagné et qui dépasse largement ce qui a été investi par ces partenaires-là et ce qui peut être mis à la disposition du bénéficiaire naturel qui est le peuple. Et si ce juste équilibre est trouvé à la lumière des institutions qui seront disponibilisées bientôt, il me semble que cela devrait être le début d'un décollage imminent de ce pays. Et on rappelle que sur le territoire centrafricain, les partenaires chinois, par exemple, aident au développement du Centrafrique, que ce soit sur le plan infrastructurel, des routes et tout ce qui va avec. Donc, des partenaires comme ceux-là sont évidemment, on ne va pas dire des privilégiés, mais ceux à accompagner sur le territoire centrafricain, ce qui donne également de l'emploi aux Centrafricains sur le territoire, en plus de leur permettre de jouir de leurs propres richesses. Disons que tout rentre dans ce que j'ai appelé tantôt l'encadrement institutionnel. Sans encadrement institutionnel, on ne peut pas aboutir à de meilleurs résultats. Et c'est pour cela que quand on a lu le préambule et quand on a lu les différentes dispositions de ce projet constitutionnel, on voit très bien que si cela est matérialisé, si cela est mis en branle et porté en dynamique, on est en droit de penser qu'il peut y avoir de meilleurs résultats à l'aune justement de l'applicabilité de cette constitution. Et c'est fort de cela qu'il est important de rappeler qu'effectivement, dans la trame ou alors dans la hiérarchisation des partenariats que l'on voit ici, il y a effectivement c'est des partenaires qui commencent à être appréciés par les Centrafricains eux-mêmes parce que ils les côtoient au quotidien, ils voient le travail qu'ils font et j'imagine qu'à l'aune de cette constatation-là, les autorités de ces pays pourraient effectivement soit trouver des mécanismes pour pérenniser un certain type de rapport qui existe déjà entre eux, pas des rapports philanthropiques, parce que je continue de dire que là nous sommes sur la scène internationale, mais des rapports de respectabilité, des rapports commerciaux qui respectent, des respects mutuels. Des rapports gagnants-gagnants. C'est de ça qu'il est question. Oui. Et donc, c'est fort de cela qu'il me semble qu'effectivement, d'autres partenaires qui rechignent ou alors qui hésitent encore à venir, pourraient effectivement penser que cet État-là présente des outils crédibles qui ne rendent pas nos investissements précaires. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand un investisseur, un potentiel investisseur qui se retrouve par exemple à Kuala Lumpur et qui n'a jamais entendu parler du Centrafrique et qui, au détour d'une émission de votre média, qu'il a écouté sur Internet et qui entend tout ce discours protreptique
que nous déversons ici, c'est-à-dire stimulant, c'est qu'il fait pour vérifier effectivement s'il peut venir y mettre un peu de son argent dans ces pays dont il vient d'entendre le discours dithyrambique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur un moteur de recherche à partir de son laptop qui est devant lui. Google, je ne sais pas tout, il y a plusieurs moteurs de recherche, et il tape Centrafrique Investissement. Et il voit une série de liens qui se déroulent devant lui. Il faudrait que dans ces liens-là, qu'il y trouve des témoignages d'entreprises qui y sont installées et qui témoignent de ce qu'effectivement, il y a là-bas, c'est un respect des investissements, une certaine sécurité qui accompagne les investissements pour que lui se sente, stimulé à venir investir. Il ne faudrait pas que les liens qui se déroulent devant lui aillent dans le sens de dire qu'il n'y a aucune sécurité d'un investissement quelconque qu'on peut avoir en Centrafrique. Et quand je parle de sécurisation de ces investissements, je vois tout de suite le dispositif, par exemple, répressif, qui accompagne, par exemple, la sécurité des investisseurs et des partenaires ici. Et là, on peut voir la justice, par exemple. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait bien que si un investisseur international qui a fait confiance aux autorités de ce pays en venant y investir se retrouve en difficulté quelque part, qu'il sache qu'en saisissant, par exemple, les institutions judiciaires de ces pays, la justice peut être dite sans que, effectivement, des interventions ou alors des immixtions politiques viennent à fléchir ses intérêts. Et en cela, si ces dispositions-là sont garanties, et c'est ce que j'appelais la sécurité institutionnelle, si cela est garanti, il me semble que ces pays-ci, des partenaires vont toquer à la porte tous azimuts et la suite sera un effet boomerang qui appellera les autres pays à venir effectivement investir dans ce pays. Et d'ailleurs, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, dans son discours le 10 juillet dernier, avant de remettre solennellement au directeur national de campagne référendaire, l'honorable Évariste Ngamana, convoquait le fait que cette nouvelle constitution, du moins ce qui est encore le projet, permettra d'élaguer totalement, d'effacer totalement la tendance à la méfiance en ce qui concerne la République centrafricaine. On peut comprendre qu'on parle là de l'aspect sécuritaire, mais aussi de l'aspect de l'investissement. Oui, vous voyez, finalement on se rejoint, parce que finalement ce qui est bien dit coule aisément, et puis les mots pour le dire arrivent aisément, vous parlez comme le philosophe. Donc, effectivement, il s'agit en réalité de cela. Il ne peut y avoir d'investissement dans un pays s'il n'y a pas de garantie sécuritaire, s'il n'y a pas de garantie de ce qu'on peut au moins rentrer dans son capital si on a perdu. Il n'y a pas d'investissement dans un pays quelconque si on ne peut avoir tout l'accompagnement institutionnel. Et c'est pour cela que je continue d'insister sur le fait que le dispositif, le capital institutionnel qu'on a vu, qui est décliné dans ce projet de constitution, devrait, à mon avis, être accompagné à tous les niveaux pour effectivement amener les partenaires à s'en convaincre de ce que la Centrafrique est aujourd'hui à même non seulement de viabiliser leur investissement, de les accompagner, mais de les sécuriser à un certain niveau. Et dès qu'on a donné ces garanties-là à des partenaires internationaux, je crois que la suite va se faire. Et les discours ou alors les extraits du propos du professeur Touadéra que vous convoquez vont dans ce sens-là. C'est un discours d'homme d'État qui essaye effectivement de jeter un regard panoramique sur tous ces aspects-là pour ne pas léser des parties qui pourraient être, à mon avis, qui pourraient lui être opposées. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il a essayé de toucher tous les pans, et qu'on voit les pans économiques, les pans politiques, les pans sociaux, on voit très bien qu'il y a une volonté politique qui sous-tend une action, laquelle action devrait être mobilisée à travers les institutions qui vont être insufflées dans le projet constitutionnel. Mais docteur Eboutou, on a bien l'impression que les détracteurs ne comptent pas lésigner justement sur cet aspect-là, vu qu'on a bien constaté que les partenaires principaux de la République centrafricaine ont souvent subi des attaques qui visent peut-être à vouloir effrayer des potentiels autres partenaires, leur faisant comprendre que en étant partenaire de la République centrafricaine, il n'y a peut-être pas de sécurité ou que ce ne serait pas une bonne affaire. Maintenant, revenir sur l'aspect sécuritaire en République centrafricaine en parlant de la présence russe comme s'il s'agissait de mercenaires sur le territoire. Bref, autant de choses que le côté adverse
ne laisse pas tomber. Ça devient une rengaine. Ce positionnement discursif-là est connu déjà. Et ça devient une rengaine. Et j'ai même envie de dire que cela devrait déjà penser à développer d'autres, à changer de discours. Parce qu'on sait très bien que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mobilisé dans le sens de la bonne voie, dans le sens des intérêts collectifs, il y a le même son de résonance qui vient notamment de la part des médias mainstream qui s'alignent dans une espèce de performativité du discours. Ils disent la même chose en espérant que, voilà, comme les psychologues, comme les psychologues vous disent qu'un mensonge répété 10 fois finit par devenir une demi-vérité. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais ce que nous devons faire, ou alors ce que les dirigeants devraient faire, c'est également d'investir dans des contre-opinions qui déconstruisent ces postulats-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me réjouis du fait qu'effectivement, moi, depuis que je suis à Bangui, je vois des groupes de médias, le vôtre d'ailleurs, qui essayent de travailler dans le sens, effectivement, de déconstruire ces logiques-là. C'est-à-dire que, effectivement, il faut aujourd'hui qu'on postule pour un nouveau discours, pour une nouvelle Afrique. On ne peut pas suivre ces médias-là qui font manifestement du chantage, du sabotage sur ce qui est fait en Centrafrique. On ne peut pas les suivre au risque de tomber dans leur piège. Ce qu'on peut faire, c'est d'apporter des contre-arguments et de braquer nos caméras ou nos projecteurs sur ce qui marche. C'est ce qu'on appelle la construction de la Nouvelle Afrique. La construction de la Nouvelle Afrique postule pour le fait qu'il faut aujourd'hui que les Africains, un certain type d'Africains conscients des enjeux, braquent leurs caméras sur ce qui marche en Afrique et imposent cette actualité-là au monde. Et aujourd'hui, vous voyez ce que votre média fait. Vous braquez vos caméras sur ce qui peut être un levier de décollage de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet constitutionnel et depuis que vous êtes là, vous braquez vos projecteurs sur cet outil stratégique-là pour amener non seulement les populations centrafricaines à prendre conscience de cet outil stratégique-là de développement, mais également à montrer au monde qu'il y a des choses qui peuvent être faites ici sans forcément attendre que la ligne motrice ou conductrice vienne de l'extérieur. Et je crois que c'est ce qui est important à faire aujourd'hui. Il ne faudrait pas toujours accorder de l'intérêt, de l'importance à ce qui vient d'ailleurs, parce que dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui, ils sont un peu à court d'arguments et n'arrivent plus à mobiliser leurs cognitions pour opposer argument contre argument des initiatives institutionnelles qui sont portées par un certain nombre d'États et un certain nombre de leaders qui ont une certaine vision. Donc, nous, aujourd'hui, c'est d'orienter justement l'argumentaire, le débat ailleurs et travailler à déconstruire toutes les postures qui sont en réalité mobilisées dans le sens d'encourager des dynamiques ou alors des formes d'aversion anthropique. C'est-à-dire que leur logique, c'est quoi? C'est d'espérer que, en le disant, qu'il y ait une crise. Oui. Lesquelles crises ouvriront la porte à ces vautours qui viendront justement s'appétir sur les désordres qui sera fait, ce que j'appelle les anthropies, c'est-à-dire les aversions internes. Il faudrait donc absolument travailler à déconstruire cela dans les schèmes mentaux de nos frères africains, en l'occurrence des Centrafricains, et justement de les y conduire à un certain niveau de conscience en leur donnant des éléments, lesquels éléments sont des éléments parfois de connaissance, pour qu'ils sachent effectivement qui ils sont, pas que nous savons mieux ce qu'ils sont, mais pour les accompagner dans ce qu'ils savent déjà d'eux-mêmes et pour qu'effectivement se réalise la grande Centrafrique qui fut le rêve de Buganda. Et pour y arriver, il faut aussi convoquer le patriotisme, beaucoup plus ce patriotisme-là qui pourrait pousser à observer d'un œil suffisamment averti et peut-être braquer les regards, les caméras, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur ce qui est bien, ce qui est bien fait et ce qui est totalement fait. On va peut-être sortir par une petite note d'humour, Docteur Eboutou. On revient sur le discours du président Touadéra lors de la remise, enfin avant la remise officielle du projet de la Constitution au DNC. Celui-ci a martelé dans son discours les types de partenaires qu'il avait sur le plan sécuritaire. Et on se demandait, mais quelle est l'opportunité d'un tel rappel dans une salle pleine justement de diplomates et tout ce qui va avec. Il a rappelé, nos partenaires sur le plan sécuritaire sont la Russie, le Rwanda et d'autres pays frères d'Afrique. N'était-ce pas une façon de rappeler également aux camps qui continuent de se nourrir de certaines velléités que, attention, si par le passé nous contrôlions 10% de notre territoire, aujourd'hui c'est 97% de notre territoire. Mais c'est un discours message, c'est un discours pédagogique, c'est un discours sémiotique.
c'est-à-dire qui envoie des signes Oui. à ceux qui écoutent, à ceux qui le décryptent, parce que le discours diplomatique n'est pas toujours ouvert à tous, le discours politique n'est pas toujours ouvert à tous. Il faut parfois aller chercher des outils analytiques, sémiotiques pour en décoder les termes et les expliciter. Effectivement, il cite nommément un certain nombre de partenaires et les autres, il rappelle simplement les autres. Je parlais tout à l'heure de la hiérarchisation dans les partenariats qu'un pays peut avoir. Dites-vous très bien que la Russie n'est pas à la même enseigne dans ce pays que la France. La Chine n'est pas à la même enseigne ici que la Belgique, ainsi de suite. Donc, il y a une hiérarchisation du type de rapport dans la vision politique portée par l'hégémon de ce pays, qui sait où il va et qui sait exactement quel rôle attribuer à certains et qui connaît exactement quelle circonférence de compétences chacun doit se déployer. Et c'est fort de cela qu'il déroule un discours comme celui-là sans forcément offusquer, sans blesser, mais sachant que nous sommes sur une scène, parce que la scène politique, au-delà du jeu, cache également un enjeu. Et c'est en cela que, voilà, un homme averti, qui est quand même d'abord un enseignant de très haut niveau, c'est un professeur d'université, et qui sait exactement, qui a eu le temps de parcourir toute l'histoire de ce pays, qui sait exactement ce que les partenaires attendent de lui, qui sait que son discours est scruté, est interrogé par un certain nombre de pourfendeurs. Il sait exactement que chaque mot vaut son pesant d'or, et c'est fort de cela qu'un discours comme celui-là m'a semblé exhaustif d'un point de vue économique, monétaire, géopolitique, ainsi de suite. Et la preuve, vous avez très bien vu qu'au sortir de là, même les médias internationaux n'ont pas eu grand-chose à redire sur ce discours-là, tellement il semblait vrai, sincère, et il définissait une ligne abyssale qui trace la trajectoire à asseoir ses desseins dans sa destinée finale, qui est le bien-être et la construction de l'État centrafricain. Merci infiniment, Dr Eboutou, d'avoir partagé avec nous ce matin ce plateau. Nous revenions d'ailleurs sur ce projet de nouvelle constitution, notamment, évidemment, la loi fondamentale contre la domination étrangère. Voilà, ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur cette question. On a pu parler des desiderata du peuple centrafricain, évidemment, en ce qui concerne cette question. On a pu revenir sur la volonté de l'exécutif de mettre sur pied une sorte de sécurité, justement, en ce qui concerne les ressources minières, les ressources naturelles et surtout le développement du pays. S'il fallait peut-être dire un dernier mot, David, Dr Eboutou David, sur cette question, on dirait que le pouvoir exécutif épouse totalement les desiderata du peuple, met sur pied ou alors met en place des textes qui facilitent la vie du Centrafrique, mais évidemment ce ne sera pas au lendemain du 30 juillet qu'on va voir des réalisations extraordinaires. Ça se fera de manière crescendo puisqu'on parle de la naissance d'une nouvelle république. On dira d'abord que l'hégémon central de ce pays se veut désormais être la réelle émanation du peuple centrafricain. Laquelle émanation devrait ou alors s'engage à travailler en mobilisant tous les moyens, tous azimuts, pour justement mettre ce que la nature a offert gracieusement à ces pays-là au service de ce peuple-là. Et cet hégémon-là s'engage à disponibiliser les institutions qui sont portées ou alors qui sont postulées dans le nouveau projet constitutionnel à l'actif de ce peuple-là pour que celles-ci, je veux dire les institutions, travaillent uniquement au bénéfice de ce peuple-là qui a longtemps drainé les stigmates d'une souffrance qui commençait à ressembler à une malédiction. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, il semble lui-même déterminé à ne pas suivre les sirènes d'Orphée qui veulent l'en empêcher d'en arriver là. Et quand on a lu son discours, quand on a regardé sa trajectoire, quand on a interrogé ses sorties, on comprend qu'il est prêt à y laisser de sa vie parce que cela y va en réalité d'une question qui dépasse aujourd'hui sa petite personne. On a vu un homme humble qui se veut être un simple instrument au service d'une population qui lui dit « on est avec toi et tant que tu nous montres le chemin à nous engourber, on sera avec toi pourvu que, effectivement, à chaque fois que tu penseras
que tu es en déroute, que tu viennes nous consulter. Et c'est là l'essence même et le sens de du nouveau projet de constitution qui continue à nous séduire et dont nous continuons, j'imagine, à décrypter pour le bien de nous tous et pour, j'imagine, l'intérêt de nos amis, de nos frères centrafricains. Parce qu'il y a quand même des points très importants à l'intérieur. Chaque jour, on essaye de piquer, justement, selon l'importance ou alors selon l'opportunité que nous avons aujourd'hui pour pouvoir en parler, décrypter, mais surtout permettre aux Centrafricains qui sont appelés au scrutin référendaire dans une dizaine de jours à comprendre le pourquoi du vote, le pourquoi du oui, peut-être le pourquoi du non pour ceux qui battront campagne pour le négatif, évidemment. En tout cas, Dr Eboutou, c'est un plaisir de partager avec vous ces plateaux et de mettre aussi notre petite patte à l'histoire de la République centrafricaine. C'est moi qui vous remercie. Vous avez l'habitude de le dire. À vous, peuple centrafricain, qui nous avez regardé sur nos différentes plateformes, For You Media Africa et même en direct de la télévision centrafricaine. Merci infiniment à l'Amazonie, à tout le peuple centrafricain. Au revoir à tous. Restez en compagnie de nos programmes.